Voilà pour les titres. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition de 20h. Sachez tout d'abord que le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, a quitté Bamako ce matin pour Kigali, au Rwanda, où il participera aux festivités marquant le 20e anniversaire du génocide rwandais. Il a été salué à son départ par le nouveau Premier ministre Moussa Mara, que vous voyez sur ces images, des membres du gouvernement ainsi que de nombreuses autres personnalités. Voilà le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, qui a quitté Bamako ce matin pour Kigali, au Rwanda, où il participera aux festivités marquant le 20e anniversaire du génocide rwandais. Il est salué ici par le tout nouveau Premier ministre, chef du gouvernement du Mali. Voilà le président de la République qui s'est envolé aujourd'hui pour Kigali. Voilà le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. Ce matin, c'était à l'aéroport international Bamako-Sénou. Je vous le disais, l'actualité reste dominée par la démission hier du gouvernement. Le président de la République a nommé Moussa Mara comme nouveau Premier ministre en remplacement de Oumar Tatamli, qui a donc présenté sa démission et celle du gouvernement. Écoutons le secrétaire général de la présidence de la République, Toumani Djimé Diallo. Communiqué de la présidence de la République. Conformément à l'article 38 de la Constitution de la République du Mali, Son Excellence M. Ibrahim Boubacar Keïta, président de la République, chef de l'État, a mis fin aux fonctions de M. Oumar Tatamli, Premier ministre, chef du gouvernement, sur présentation par celui-ci de la démission du gouvernement de la République le 5 avril 2014. En vertu des dispositions du dit article, Son Excellence M. Ibrahim Boubacar Keïta a nommé par décret numéro 2014-0249 PRM du 5 avril 2014 M. Moussa Mara, Premier ministre, chef du gouvernement, et l'a chargé de former un nouveau gouvernement. Les ministres du gouvernement sortant restent chargés d'expédier les affaires courantes jusqu'à la mise en place d'un nouveau gouvernement. Bamako, le 5 avril 2014. Nous vous proposons à présent le contenu du décret de nomination du nouveau Premier ministre, toujours avec le secrétaire général de la présidence de la République. Décret numéro 2014-0249 PRM du 5 avril 2014, portant nomination du Premier ministre. Le président de la République, vu la Constitution, décrète. Article 1er. M. Moussa Mara est nommé Premier ministre, chef du gouvernement de la République du Mali. Article 2. Le présent décret, qui abroge toutes les dispositions antérieures contraires, sera enregistré et publié au journal officiel. Bamako, le 5 avril 2014, le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. Parlons maintenant de l'homme. Désormais, c'est un expert comptable agréé qui dirigera l'action gouvernementale. À seulement 39 ans, Moussa Mara est nommé Premier ministre. Il dispose d'énormes atouts pour mener à bien le programme du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, si l'on se réfère à son cursus universitaire, sa carrière professionnelle et son audience auprès de la jeunesse. Mamadi Koné a rencontré l'homme. Voici ce portrait. Le nouveau Premier ministre s'appelle Moussa Mara. Il est né le 2 mars 1975 à Bamako. Il fit ses études primaires à l'hyper-annexe de Bamako entre 1980 et 1989. Il fréquente ensuite le lycée Askia Mohamed de 1989 à 1992, année à laquelle il passe son bac en série sciences exactes. Pendant ses études supérieures en France, Moussa Mara obtient le BTS en 1994. Brillant étudiant, il passe ensuite les examens intermédiaires de l'expertise comptable au rythme de 2 examens par an pour arriver au diplôme d'études supérieures comptables financières en fin 1996. Il est expert comptable stagiaire à seulement 22 ans. À 25 ans, il est expert comptable diplômé. En 1997, sa vie professionnelle démarre à la société d'expertise comptable Diara. Il y devient directeur associé pour l'Afrique de 2000 à 2013.
Moussa Mara s'inscrit à l'ordre des experts comptables du Mali en 2000. Formateur des formateurs à l'école régionale supérieure de la magistrature de l'OADA au Bénin, il fut chargé de cours de comptabilité approfondie au CESAC de Dakar et également conseil de l'État malien et de plusieurs autres organismes sur les questions de politique institutionnelle, de stratégie de développement et d'audit. Il fut secrétaire général de l'ordre des experts comptables du Mali de 2002 à 2007 avant de devenir vice-président du conseil comptable ouest-africain. Le nouveau Premier ministre a un riche parcours politique et citoyen. Il fut président d'honneur de plusieurs associations de développement local ou de soutien à la jeunesse. Candidat aux élections municipales en 2004, 2009 et 2011, il est élu maire de la commune 4 de 2009 à 2013. Les populations de cette commune gardent encore un bon souvenir de son passage à la mairie. Il crée le parti Yéléman Le Changement en juillet 2010. Moussa Mara a été également candidat aux élections législatives de 2007 et à la présidentielle de 2013. C'est le 5 septembre 2013 qu'il est appelé au gouvernement en qualité de ministre de l'urbanisme et de la politique de la ville. Dans ce département, il s'est beaucoup investi dans la libération des voies publiques, l'inventaire et la sauvegarde des espaces verts. Le nouveau Premier ministre est également un homme de culture et pétri de son histoire. Il est auteur de plusieurs ouvrages dont l'État du Mali, Présentation et diagnostic en 2011, État du Mali, Piste d'amélioration en 2012. Son entourage reconnaît en lui un homme intelligent, entreprenant et inventif. Au chapitre des distinctions honorifiques, Moussa Mara est chevalier de l'Ordre national du Mali depuis janvier 2009. Le nouveau Premier ministre est marié et père de 3 enfants. Pour être tout à fait complet, suite à cette nomination, nous avons reçu ici à la rédaction plusieurs réactions. Le bureau politique national du Rassemblement pour le Mali prend acte d'une part de la décision du président Ibrahim Boubacar Keïta, chef de l'État, de mettre fin aux fonctions de Oumar Tatamli, Premier ministre, chef de gouvernement, conformément à ses prérogatives constitutionnelles sur présentation par celui-ci de la démission du gouvernement de la République le 5 avril 2014 et d'autre part de la nomination de M. Moussa Mara comme nouveau Premier ministre chef du gouvernement. Le bureau politique national du Rassemblement pour le Mali remercie Oumar Tatamli pour les actions qu'il a menées à la tête du gouvernement depuis sa nomination par le président de la République le 5 septembre 2013. Le bureau politique national du Rassemblement pour le Mali invite les militantes, militants et sympathisants du RPM à rester sereins, soudés et mobilisés autour du projet commun de changement qualitatif au Mali. Le parti Alliance pour la République donc félicite également le nouveau Premier ministre Moussa Mara pour cette nomination. Nous avons aussi reçu cette déclaration donc du parti Alliance démocratique du peuple malien qui se réjouit de cette nomination de Moussa Mara, également de l'Union des patriotes pour la République URP qui se réjouit également de la nomination de Moussa Mara à la tête du gouvernement de la République du Mali. Conformément aux dispositions constitutionnelles, le président de l'Assemblée nationale porte à la connaissance des honorables députés que la session ordinaire d'avril 2014 débutera le lundi 7 avril 2014. L'ouverture solennelle de cette première session aura lieu à partir de 17h dans la salle Modibo Keïta. Elle sera marquée par la participation d'illustres invités, présidents et parlement frères, mise en place terminée 16h30. Et puis, un des invités de cette session, le président de l'Assemblée nationale du Bénin, qu'est-ce qu'il attend de cette session? Mathurin Kofi Nago est au micro de Mamourou Sidibé que nous écoutons. Dès demain, il y aura la rentrée parlementaire et nous devons devenir pour féliciter nos collègues maliens. Je pense que la solidarité doit commencer d'abord par les parlementaires. Et nous pouvions rater cette occasion pour féliciter nos collègues parlementaires, les encourager à poursuivre dans cette voie. Je pense comme d'habitude, les parlementaires au Bénin comme au Mali vont se préoccuper des besoins, des attentes des populations. J'attends à ce que l'ordre du jour soit bien chargé, mais l'ordre du jour tenant compte des problèmes, des besoins, des attentes des populations, mais aussi des questions d'actualité. Et je sais également que nous avons souvent des préoccupations au niveau de la coopération interparlementaire, de la diplomatie parlementaire. Vous savez qu'au niveau de l'Afrique, nous avons
des organisations interparlementaires qui nous permettent d'échanger nos expériences, qui nous permettent également, ensemble et collectivement, d'aider, d'accompagner nos gouvernements et de faire en sorte que les problèmes de développement qui se posent à nos pays soient résolus progressivement en tenant compte des opportunités des uns et des complémentarités que nous offrent nos différents pays. Voilà, c'était là le président de l'Assemblée nationale du Bénin au micro de Mamourou Sidibé. Dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale des femmes, la coordination des femmes et de la jeunesse africaine à Paris a initié une journée de plaidoyer en faveur des droits des jeunes et des femmes de la diaspora. L'invité d'honneur de cette journée était le ministre de la Justice, Mohamed Ali Bakili. Le récit de Magafine Konaté. C'est à la Bourse du Travail de Paris que s'est tenue cette journée d'échange initiée par la Coordination des femmes et de la jeunesse africaine en France, CEFA. La démarche est osée. Interpeller le ministre de la Justice sur les questions de justice sociale et de droits humains relève de la nécessaire contribution du citoyen à l'exercice démocratique. Il n'est pas de coutume qu'un ministre de la Justice en fonction se prête à un tel exercice, surtout initié par la diaspora. L'excision, le droit des femmes, le foncier, le code de la famille, l'emploi des jeunes de la diaspora, les poursuites judiciaires en cours au Mali, l'arrestation des membres de l'ex-CNRDRE, la situation à Kidal, la question vérité, justice et réconciliation, bref, tout y est passé. Maître Mohamed Ali Bakili n'a éludé aucune question. C'est quand même la preuve que nos concitoyens ici en France s'intéressent à ce que nous faisons au Mali. Au niveau du gouvernement, au niveau de la société, ils sont intéressés et ils ont posé des questions, ce qui est normal. J'espère avoir apporté quelques éléments de réponse, si ce n'est pas tous les éléments, et que le temps permettra de prendre en compte leurs préoccupations et de rechercher les solutions qu'ils attendent de nous. Cette journée placée sous le signe de la fête de la femme a mobilisé plus d'une 50aine d'associations de la diaspora à Paris. Les organisateurs de l'événement entendent multiplier ces espaces afin de donner plus de chance aux membres du gouvernement de mieux expliquer leurs actions à leurs concitoyens vivant à l'étranger. Autre grand titre de cette édition, la commande publique des produits artisanaux est désormais officielle. Le gouvernement avait donné instruction dans une lettre aux agents impliqués dans le processus de la commande publique de meubles. Cette vision du gouvernement permet non seulement de consolider l'économie de notre pays, amorcée depuis quelque temps, mais aussi de faire la promotion de meubles produits localement. Garibou Pérou. Le secteur de l'artisanat va très bientôt bénéficier de l'appui de l'État. La nouvelle a été donnée par le Premier ministre dans une lettre adressée au président des institutions, aux ministres et aux gouverneurs de région. Cette décision du gouvernement concerne la passation des marchés publics aux différents corps de métiers de l'artisanat. Elle permet de stimuler la production nationale. Il y a 171 corps de métiers. Mais dans les 171 corps de métiers, il s'agit de la construction métallique, la menuiserie bois et tous les métiers d'artisanat d'art. Dans les métiers de l'artisanat d'art, vous allez retrouver la bijouterie, la teinture, la sculpture, tout ce qui concerne la décoration intérieure, extérieure, les cadeaux. Mais la chance sera donnée à ceux qui font la qualité. L'artisanat à lui seul occupe près de 40% de la population malienne. Une telle mesure en leur faveur aura sans nul doute des impacts sur l'économie nationale. Elle est aussi une réponse à la question de l'emploi. Aujourd'hui, les artisans ils font des meubles, ils font des sacs, des séminaires, ils font du cuir, ils font des textiles comme les rideaux dans les bureaux et aussi des bijoux parce que je pense qu'on peut faire les médailles et les galons des militaires ici sur place par les bijoutiers. Donc ça veut dire que tous les artisans seront touchés par cette mesure-là. Dans un début, on peut faire des petites erreurs, mais ça doit se corriger. On ne doit pas aller jeter son enfant parce qu'il ne se concorde pas très bien. On le corrige, on dit qu'il faut faire comme ça, c'est comme ça qu'il faut faire. Acharani, Adjaranye Abenama, me foli ke folo mugomuni nyene hakinata. Jamana kono premier ministre naga président, anu ministre to bela jeni me barga daku ye ga foli ku ye folo. Ni ame gouvernement fene be ka afo be baradama. Uka yam fene nyela ka fa me ka bara fene ke anga ndiganga baraka. Olo fene be gouvernement fene to ni soja kana ama obu fene ke ja ka andeme anga bara siraka. C'est une très bonne chose parce que ça va faire de la valeur ajoutée. Au lieu de les acheter à l'extérieur
aller contribuer ainsi à enrichir d'autres personnes, il vaut mieux les faire ici. Non seulement l'État va gagner, mais nous aussi nous allons gagner. Et c'est le pays qui va gagner en fait finalement. La nouvelle vision du gouvernement exige des artisans la rigueur dans le travail, car les acquisitions doivent se faire dans le respect de la réglementation et les répondre à toutes les normes de qualité. Le secteur longtemps oublié, aujourd'hui, nous croyons que nous sommes en train d'être pris en compte et je fais savoir que nous sommes un des piliers de l'économie locale. Et de ce fait, nous nous donnons la main pour avancer ensemble. C'est de travailler et se mettre à la hauteur de la qualification, c'est-à-dire être à un niveau de qualification permettant de satisfaire la demande. Si la qualité du matériau mis en œuvre, elle n'est pas bonne, il va sans dire que quelle que soit ton habileté, tu feras un travail qui va être beau, mais la qualité de la mise en œuvre du matériau faisant défaut, il va sans dire que le client peut ne pas être satisfait. Les défis à relever est connu, justifier les capacités techniques, matérielles et aussi humaines. Nos artisans sont-ils en mesure de les relever? Les artisans maliens aujourd'hui sont en mesure de remplir pleinement leur mission. Mais comme dans la lettre, il est dit qu'il y a des mesures. Les mesures, c'est quoi? C'est les inciter à faire la formation. C'est les inciter à faire le perfectionnement. C'est les inciter à avoir une finition nette sur les produits. C'est un test. Donc c'est à nous de relever ces défis. Ces défis seront relevés uniquement en faisant la qualité et en respectant nos engagements. Je pense qu'on peut bien le faire. La réussite de cette première expérience dépend de la dynamique de l'artisanat. Elle réduira le taux de chômage et luttera contre la pauvreté. Une chose reste claire, dans plusieurs domaines et lors des rencontres internationales, les artisans maliens se sont toujours distingués. C'était là donc un dossier de la rédaction Écho de nos régions à Tombouctou dans le cadre du programme d'intervention d'urgence en faveur des régions du Nord et du cercle de Douanza. 40 jeunes volontaires ont reçu leur attestation après 3 mois de formation. Une initiative du Centre national de promotion du volontariat. Ces jeunes vont servir dans différentes structures. Reportage Al-Mouzer, Al-Kamissa Yatara. Cette rencontre organisée par le Centre national de promotion du volontariat, CNPV, s'inscrit dans le cadre du programme d'intervention d'urgence en faveur des régions du Nord et du cercle de Douanza. Le CNPV a ouvert un véritable chantier productif pour les jeunes de la 6e région. Toute la région, nous avons 40 volontaires, répartis comme suite. 11 à Diré. À Diré, nous avons au Cap de Diré 5 enseignants, à l'IFM de Diré 4 secrétaires, au CCRF de Diré également 2 agents de santé. À Gundam, nous avons 10 volontaires d'urgence, dont 9 enseignants au Cap de Gundam et un agent de santé au CCRF de Gundam. À Tombouctou, ici, nous avons 19. Au Cap de Tombouctou, 9 enseignants. Au CCRF de Tombouctou, 2 agents de santé. À la direction régionale du plan et statistique, 1 secrétaire. Lycée de Tombouctou, 2 professeurs. Au tribunal de Tombouctou, 2 juristes. À la mairie de la commune d'Alafia, on a 1 secrétaire. Et au trésor de Tombouctou, 2 comptables. Je voudrais également profiter de cette occasion pour vous rassurer au niveau de la direction régionale de la jeunesse que le CNPV, en étroite collaboration avec le ministère de la Jeunesse et des Sports, ne ménageront aucun effort pour que de pareilles activités se multiplient. Vous êtes la première vague. Si nous devrions avoir une seconde, voire une 3e vague, c'est parce que la première a été positive. Après leur affectation dans les différentes structures administration, santé et éducation, ces jeunes volontaires viennent de recevoir leurs attestations. La formation a été assurée par l'ONG Appui à l'autopromotion communautaire. Les jeunes ont effectué des activités de haute intensité, des main-d'œuvre, IMO, sur les sites affectés par les occupants, tels que le GIR, l'IFM de Diré et une campagne de lutte contre l'assablement. Une mission du Conseil économique, social et culturel a séjourné dans la région de Ségou pour recenser les besoins des populations à la base. La réunion de synthèse a regroupé les responsables régionaux des services techniques et les membres de la délégation. Compte rendu Fousseini Samaki. En se rendant dans la région de Ségou, cette mission du Conseil économique, social et culturel avait pour objectif
de recueillir l'ensemble des problèmes et les besoins des populations à la base. Après avoir sillonné les 7 cercles qui comptent la région, la réunion de synthèse a servi de cadre d'échange entre la mission et les responsables des services techniques concernés afin de dégager les voies et moyens de résolution des différents problèmes recensés au cours de la visite de terrain. Toutes choses qui devraient permettre au gouvernement de mettre un accent sur le développement à la base au niveau des secteurs les plus vulnérables. Il y a des questions transversales propres à tous les cercles, presque à tout le pays entier. Mais il y a des questions pointues, spécifiques à certains cercles et même à la région de Ségou. La région de Ségou étant une région d'agriculture par excellence, nous avons constaté à tous les niveaux qu'il y avait le manque d'aménagement d'espaces agricoles. L'eau et l'électricité, la population en a suffisamment besoin. Le manque d'unité de transformation des produits locaux. Lors de la synthèse nationale, nous exposons, lors d'une plénière à l'ensemble du même Conseil économique, social et culturel, les priorités, les attentes, les besoins des populations auxquelles on a rendu visite. En venant à Ségou, on amène les préoccupations de l'année dernière. On passe en revue les différentes préoccupations suivant les différents secteurs. On constate l'exécution ou l'inexécution des problèmes de l'année dernière. En termes de taux de réalisation, j'avoue que nous ne sommes pas à plus de 2%, très sincèrement. Les recommandations issues de cette réunion de synthèse constituent une banque de données pour les autorités régionales dans le cadre de la résolution des problèmes au niveau décentralisé. C'est demain 7 avril, journée mondiale de la santé. Le thème retenu est maladie à transmission vectorielle avec comme slogan petit mais dangereux. Nous vous proposons à présent le message du Dr Ibrahim Sosé Fall, représentant de l'OMS au Mali, un message recueilli par Batraoré. Dans la région africaine, l'impact social et économique des maladies à transmission vectorielle est très élevé et les personnes les plus pauvres sont aussi les plus affectées. En 2012 seulement, on dénombrait environ 564 000 et 36 500 décès imputables au paludisme et à la maladie du sommeil respectivement. Plus de 45 millions de personnes sont à risque de contracter l'éléphantiasis. La cystite des rivières continue de sévir dans 20 pays. Aujourd'hui, il est encourageant de noter que des progrès accomplis pour la lutte antivectorielle donc dans la région africaine. Par exemple, entre 2001 et 2012, on estime que 337 millions de cas de paludisme ont pu être évités. De même, la cystite des rivières n'est plus un problème de santé publique en Afrique de l'Ouest. Cependant, beaucoup reste à faire. Nous pouvons nous protéger, ainsi que nos familles, en prenant des mesures de prévention simples pour garder notre environnement propre et donc moins favorable à la multiplication et la survie des vecteurs. En plus, l'utilisation d'autres mesures de protection personnelle, comme les moustiquaires imprégnés d'insecticides, est un moyen d'éviter de se faire piquer par les insectes qui transmettent des maladies. Assemblée générale des surveillants de prison. À l'ordre du jour de cette rencontre, le renouvellement du bureau et la présentation de la situation financière par l'équipe sortante, compte rendu Adama Koulibaly. Le personnel chargé de la surveillance des prisons a depuis des années une mutuelle, une association qui a une vocation purement sociale et en faveur de ses adhérents. Chaque année, les représentants des adhérents de cette mutuelle venant de partout de l'intérieur du pays se retrouvent en assemblée générale pour échanger sur les activités du bureau mises en place. Pour la présente assemblée, il s'agissait de présenter le rapport d'activité 2013-2014 dans la gestion du volet social des adhérents, mais surtout la situation de la caisse. Les adhérents de cette mutuelle sont conscients des avantages de leur association. Qui parle de la mutuelle, on parle de la solidarité. Bon, en cas de maladie, notre mutuelle est à notre côté. À la retraite aussi, on a une prestation. La fin de la rencontre a été sanctionnée par le renouvellement du bureau. Ce renouvellement du bureau était pour la forme, car l'ancien bureau a été reconduit à 100%. Un bureau de 24 membres avec comme président Aboubakar Sidiki Sanoko. Notre association est aujourd'hui bien stable et très promettante pour l'avenir. De sa création à nos jours, nous avons franchi plusieurs obstacles. Je tiens à vous avouer que ce qui a été fait
reste dérisoire compte tenu de l'immensité des tâches à faire dans cette association. Nous ouvrons à présent une large page culture. Un ouvrage sur le guinéa, une race de sorgho, est désormais disponible. Le document dédié aux chercheurs, sélectionneurs de semences, étudiants et producteurs agricoles a été présenté hier au public. Dans ce livre, l'auteur utilise les méthodes conventionnelles d'amélioration des plantes afin d'augmenter le rendement et développer une industrie sémencière pour le sorgho en Afrique de l'Ouest. Compte rendu, Nouhoum Sissoko. Cet ouvrage de 349 pages est en anglais. Son auteur, Dr Sissoko Sokona Danyoko, s'intéresse à la question des semences hybrides du sorgho guinéen. Le choix de la race guinéenne s'explique par sa place dans notre alimentation et ses multiples caractères lui permettant de résister aux aléas climatiques de l'Afrique sahélienne et semi-aride. Le livre a été publié en fin 2013. Il est le fruit d'études expérimentales de terrain et de laboratoire menées par le chercheur 2 ans durant en Afrique de l'Ouest et aux États-Unis d'Amérique. On a pensé à l'application de la technologie des hybrides et donc dans ce cas, il fallait d'abord quand même faire des recherches préalables pour savoir dans quelle mesure on pouvait appliquer cette technologie à la race guinéenne. Le rendement du sorgho dans la zone sahélienne et semi-aride, selon les statistiques, est moins d'1 tonne à l'hectare. L'utilisation des hybrides doit permettre de booster la productivité. Au niveau du chapitre 2, il a été montré clairement que chez le sorgho, il y a les hétérocytes, il y a des niveaux intéressants selon l'environnement et que ces niveaux étaient encore plus intéressants si les semis étaient faits tardivement. Cela veut dire que en cas d'année où vraiment la saison des pluies a tardé à s'installer, au lieu d'utiliser les semences ordinaires, il vaut mieux utiliser les semences hybrides. L'auteur est à sa 2e publication après une œuvre sur l'alimentation animale. Autre publication désormais dans vos kiosques et librairies, ce livre du professeur Sanoussi Konaté, 50 ans d'action de développement de la santé au Mali, c'est le titre du livre. Dans ces documents, l'auteur parle de l'évolution historique de la santé dans notre pays et sur les efforts fournis en faveur de son développement, un livre à lire absolument. En 5e région, la communauté Peul éleveur du delta intérieur du Niger vient de célébrer le Dégal Djalloubé ou Dégal Djalli, un événement culturel phare des éleveurs qui marque la dernière étape de la descente des troupeaux dans les bourgoutières du lac Debo. Compte rendu, Yacouba Maïga. Le Dégal, autrement dit la descente des troupeaux dans les bourgoutières, est une manifestation culturelle majeure de la communauté Peul éleveur qui commémore le retour des animaux de la transhumance. La commune de Djalloubé constitue la dernière étape de cette descente qui ouvre l'accès des bourgoutières du lac Debo au cheptel. Le Dégal remonte au XIVe siècle avant d'être réorganisé en 1821 sous l'impulsion du souverain Sékou Amadou, conformément à une nouvelle réglementation de l'activité d'élevage et de la transhumance. Si le Dégal se passe très bien, ça veut dire qu'il y aura moins de conflits pour la saison. Donc ce symbole, pour nous, doit être sauvegardé. Au-delà de sa symbolique et de son caractère festif, le Dégal de Djalloubé est en passe de devenir une véritable industrie culturelle. En témoigne son inscription par l'UNESCO au patrimoine culturel immatériel. Cette tradition, je crois qu'elle doit être maintenue. Et c'est vraiment une tradition propre à Djalloubé. Et j'encourage les autorités locales à la parfaire davantage. Le clou de l'événement étant l'accès des animaux aux bourgoutières. C'est le troupeau du Djoro, communément appelé Hore Wumbere, qui donne le ton comme le veut la tradition, suivi des autres troupeaux, tous conduits par des jeunes bergers dont la bravoure et l'intégrité sont chantés partout à travers des poèmes et autres chants du terroir. La fête était tout simplement belle et elle mérite d'être préservée pour les générations futures. Voilà, si dans le premier dossier nous avons parlé du bois, cette fois-ci dans le deuxième dossier nous allons parler de fer. Les forgerons maliens auraient pratiqué l'extraction de fer jusque dans les années 1930. La pratique a doucement disparu avec l'abondance du fer importé provenant des engins d'origine industrielle. Depuis 1998, les forgerons du village de Kondja dans le cercle de Blas
œuvre à perpétuer ce savoir-faire malien. L'atelier de réduction du fer de Gondia est le sujet du dossier culturel signé Cheikh Oumar Sangari. Au Mali, façonner le fer a toujours été l'œuvre du forgeron. Mais comment il trouvait la matière première? La recherche de la réponse à cette question nous a conduit à Gondia, située dans la commune rurale de Tchemena, à quelques 25 km de Bla. Ici, forger est l'activité principale. Le village est basé sur les travaux de la forge. Nous ne connaissons que ça. Et c'est ce qu'on a toujours fait. Dans ce village, on retrouve l'un des ateliers de réduction du fer du pays. C'est un immense champ d'une quarantaine de hauts fourneaux dont un seul tient encore debout. La recherche du minerai de fer est complexe et ingénieuse. De ce qu'on a appris de nos anciens, on creusait le sol avec une barre de fer de 3 à 4 mètres, spécialement conçue pour ça. On fait un trou au sol, on y met de l'eau et pénètre la barre de fer. On l'enfonce petit à petit. Quand ça touche au minerai de fer, ça se sent par le bruit produit. Après l'obtention du minerai de fer, commencent d'intenses activités de métallurgie. C'est là que ces hauts fourneaux, seuls encore fonctionnels, entrent en activité. Après avoir obtenu les minéraux de fer, on allume le feu dans le haut fourneau et on y met les minéraux de fer. On met le maximum de bois et ça brûle. Quelqu'un le remet du haut du fourneau. Et quand c'est prêt, les autres font sortir les boules de fer obtenues par le bas du grand fourneau. Le village de Gondia comprend 5 ateliers dans lesquels on fabrique des objets comme les fusils, la hache, la daba, dont 200 unités sortent chaque jour de grandes activités de ces ateliers. Aujourd'hui, la forge se modernise dans sa conception initiale. Aujourd'hui, le machinisme est introduit dans la fabrication de la forge. Autrefois, elle était faite à base de banco et de peau. On passait la journée à le manipuler. Même s'il n'est point question pour les vieux forgerons de remplacer les méthodes actuelles d'acquisition du fer, ils font de leur mieux pour que ce savoir-faire malien perdure. On ne peut pas vivre de la réduction du fer, car ça demande trop d'efforts et trop de temps par rapport à son revenu. Cependant, il n'y a pas longtemps, on l'a pratiqué pour l'apprendre aux jeunes du village, à eux de savoir garder cette connaissance. Gondia est un village d'1 millier d'âmes environ, exclusivement habité par les forgerons. Cette maisonnette contient un bout de fer enfoncé sous le sol. On l'appelle Djuranege. Il est sacré et joue un rôle protecteur dans le village. Cela dénote du lien ancestral entre les forgerons et le fer. Le village de Gondia a trouvé Djuranege ici. Nos pères et grands-pères ont vénéré ces fers sacrés. Ils l'incarnaient à travers des cérémonies rituelles qui regroupaient tous nos parents. Ils ont creusé pendant très longtemps, mais n'ont pas pu atteindre le bout de Djuranege. L'atelier de réduction du fer de Gondia a été remis en activité en 1998 sous l'initiative de Fé Kondji Konaté, chef de village d'alors, pour, dit-il, pérenniser ses savoir-faire traditionnels en l'enseignant aux générations actuelles par la pratique. Voilà,
il faut battre le fer quand il est chaud, tout comme il faut taper dans le ballon rond au bon moment. Sport football, hier au compte de la 13e journée du championnat national de Ligue 1, le centre Salif Keita et le CS Dougoulomla ont fait match nul 0 but partout. Auparavant, le club olympique de Bamako avait battu Iliwidj FC d'Aguelhok par le score de 3 buts à 1. C'était au stade de Modibo Keita, compte rendu Kumbanyambele. Après cette victoire 3-1 du club olympique de Bamako, ici envers contre Iliwidj FC d'Aguelhok, les Olympiens ont désormais 28 points à leur compteur. Quant à l'équipe d'Aguelhok, elle a 7 points après 13 journées. Une rencontre dont la première partie est nettement dominée par les Olympiens. 26e minute, Amidou Traoré montre la voie à ses coéquipiers en inscrivant le premier but du COB. Nabi Bangoura limite à la 27e minute. 2-0 pour le club olympique de Bamako, ces scores mènent à la pause. Une pause qui a permis à l'entraîneur Demba Traoré de remotiver sa troupe. Nous sommes à la 59e minute. L'équipe d'Aguelhok réagit et réduit la marque par le nouveau rentrant Mamadou Sidibé. 2-1. Et pour clore, Bougadari Fomba signe le but du 3-1 en faveur du club olympique de Bamako à la 81e minute de jeu. Aujourd'hui, on a eu quelques moments un match tranquille. Et ensuite un peu de complications par manque de concentration et tomber dans la facilité. Et je pense qu'il y a des jours comme ça. À un moment où on va penser que l'adversaire n'allait pas réagir. Mais c'est vrai qu'en deuxième mi-temps, Iliwidj a montré d'autres visages, qu'ils ont des bons joueurs capables de nous mettre en difficulté. Franchement, il fallait tout de suite réagir du côté de l'encadrement du COB, afin de mettre l'équipe à l'abri, essayer de les pousser encore pour mettre ce troisième but. On est déçu, on a perdu 3-1. On était face à une très bonne équipe de COB. Ils ont eu toutes sortes d'occasions en première mi-temps, ils ont su concrétiser, ils ont mieux joué que nous. En deuxième mi-temps, on a réagi. Avec les changements, c'est venu, je pense. Mais malheureusement, par la suite, on a encore pris un autre but en cours, donc ce qui fait mal. Le reste, c'est encore compliqué, mais on s'accroche. Le second match de la journée a le centre Salif Keita, 10e au classement avec 13 points. Et le CS Dougoulomla, 6e, 16 points, n'a pas connu de là malgré les occasions et autres. Score final 0-0. Quelques annonces à présent à suivre après ce journal, un magazine consacré à la visite du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, qui avait participé au 4e sommet Union africaine et Union européenne sous le thème « Investir dans les personnes pour la prospérité et pour la paix ». Et puis, l'avenir de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique au Mali, c'est le sujet de questions d'actualité de ce dimanche soir. Cette préoccupation est également le thème d'une concertation nationale dont les travaux commencent demain lundi ici à Bamako. Aussi, les invités de cette émission sont tous membres du comité de pilotage de la dite concertation. Question d'actualité, c'est après ce journal et juste après PMI Mali aux environs de 21h30. Page noire de cette édition, le colonel Madi Monekata n'est plus arraché à l'affection des siens hier samedi 5 avril à l'âge de 70 ans. Il a été inhumé ce matin en présence de nombreux parents, collaborateurs, amis et connaissances. Nando Dambélé. Natif de Kati le 19 août 1944, l'homme qui vient de nous quitter est le plus décoré des officiers militaires qu'ait connu notre armée nationale. Monekata était un officier très sérieux, courtois, qui ne cessait de conseiller les jeunes et qui les guidait. Après ses études primaires et fondamentales dans son quartier natal, il fréquenta l'école militaire inter-armes EMIA de la même localité de 1966 à 1969, d'où il sort avec le grade de sous-lieutenant, ce qui marque le début d'une riche et brillante carrière militaire ponctuée de plusieurs stages, notamment en France, en Allemagne, au Tchad et au Ghana. Les qualités de l'homme ici évoqué ne souffrent d'aucun doute. Madi Monekata était un homme comme il n'y en a pas beaucoup. Il a tout donné à ce pays. Je dis bien tout. C'est le colonel Madi Monekata qui a eu l'honneur de commander les troupes sur le terrain dans les douloureux événements de 1980. Le colonel Monekata a fait prévaloir ses droits à la retraite le 1er janvier 2001. Sur le plan social, les éloges ne tarissent pas pour ce vaillant militaire de la 2e promotion de l'école militaire inter-armes.
Si un homme nous a aimés, Daba Coulibaly et moi-même, c'est Monekata. Grand officier de l'Ordre national du Mali, le colonel Monekata repose désormais pour l'éternité au cimetière de Sotiba. Autre disparition, c'est celle de El Hadj Mohamed Ali Thiam, ancien diplomate et prêcheur. Il s'est éteint hier à l'âge de 63 ans à Dama Coulibaly. Fils de feu Cheikh Omar Thiam, qui a été imam de Dar Salam, et de feu Aïcha Tall, Mohamed Ali Thiam est né en 1951 à Bamako. Il commence ses premières études coraniques auprès de son père avant de les poursuivre à Kati auprès de son oncle feu Ahmadou Khan, qui fut imam de la grande mosquée de Vendredi de Kati. Mais c'est à Ségou que Mohamed Ali Thiam a appris la langue arabe à la médersa de son oncle feu Aboubakar Thiam, ce qui lui a permis d'enseigner à l'école franco-arabe de Tomikorobougou. C'est après qu'il va bénéficier d'une bourse en Arabie Saoudite, où il détient une licence qui lui permettra de dispenser des cours au lycée technique de Bamako. Monsieur Mohamed Ali Thiam, Oustaz, Madalou comme on l'appelle, c'est qu'il a été notre formateur dans la direction spirituelle quand déjà nous étions étudiants. Et à l'époque, moi je me rappelle, il avait même créé un forum pour nous par rapport au respect à l'esprit de la citoyenneté. Quand on était étudiant et le club c'était chez lui, on le faisait. Et donc en dessous on suivait des cours d'arabe avec lui. Et donc déjà il y avait une initiation à la langue. Et là, Mohamed Ali Thiam peut aussi prêcher dans les grandes salles et lors des grandes rencontres des communautés musulmanes. Je garde en cet homme l'exemple de l'amour, de la simplicité et de cette quête spirituelle permanente et de la spiritualité. Il est alors nommé inspecteur de l'enseignement arabe au ministère de l'Éducation. Mohamed Ali Thiam fut diplomate. Il a été nommé comme consul du Mali, là où il a étudié l'Arabie Saoudite. À 63 ans, je le rappelle, ce samedi 5 avril 2014, laissant 3 veuves et des enfants derrière lui. Ces obsèques ont eu lieu à la mosquée de Dar Salam ce samedi à 10h. Bassokona Keïta n'est plus la doyenne du district de Bamako depuis 2009. Bassokona s'en est allée ce dimanche à l'âge de 128 ans. Elle a été accompagnée en sa dernière demeure par ses parents, les autorités politiques et administratives du district de Bamako. Les funérailles se sont déroulées cet après-midi dans sa famille à Sebeninkoro. Cette cérémonie en image dans nos prochaines éditions. Ainsi va la vie, que leur âme repose en paix. Voilà, c'est tout pour ce journal. Merci de votre aimable attention. Pour les éditions de demain, vous avez rendez-vous à 10h et 13h avec Kadia Toukone, et pour les infos du soir, Nyanya Aliou Traoré. Au revoir et qu'Allah bénisse le Mali.